Introduire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence malheureusement en ligne, car aujourd'hui la tribune étudiante pour parler et Forchi ont le plaisir et l'honneur de recevoir Thierry Schaffhauser, une voix qu'on entend peu. Travailleur du sexe et syndicaliste au STRAS, syndicat de protection de ces mêmes travailleurs du sexe, vous présentez celles et ceux dont on parle beaucoup sans donner la voix, à travers vos actions syndicales, vos tribunes dans les médias et aussi dans vos livres. Nous espérons ainsi, grâce à votre présence, comprendre ce que nous connaissons peu, et seulement par des préconceptions, des déclarations de bonnes intentions des différents ministres chargés de l'égalité des hommes et des femmes, aussi par des collectifs féministes. Nous aborderons alors le travail du sexe, qui subit de plus en plus des contraintes législatives de la part du gouvernement, qui lui-même subit des pressions des collectifs féministes qui veulent abolir cette profession. Nous aborderons plus concrètement ce métier, ce qu'il implique pour ceux qui le pratiquent. Aussi, nous nous demanderons si notre société qui semble se libérer au plan des mœurs et qui est aussi traversée par le mouvement MeToo est plus clémente à votre égard. Monsieur Schaffhauser, merci de votre présence et je vous laisse avec Thaïs et Marie qui mèneront l'interview en vous souhaitant une bonne conférence. Merci beaucoup. Alors, bonjour, donc, je m'appelle Thaïs, je suis membre communication d'E4Chi. Bonjour, enchantée. Enchantée. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a conduit à exercer le travail du sexe? Alors, j'ai commencé le travail du sexe il y a un petit moment, hein, quand même. C'était en 2002 ou 2003, enfin, début des années 2000. Je pense qu'à l'époque, j'avais envie d'expérimenter, d'avoir ma propre opinion, et je pense que j'étais curieux. Voilà, donc après, évidemment que comment dire, le travail du sexe apporte aussi des solutions financières quand on est jeune et que j'étais étudiant en plus dans un contexte où j'avais besoin d'argent. Donc forcément, ça peut aider par rapport, enfin en tout cas, ça apporte plus de liberté, je pense, que d'autres boulots étudiants qui sont plus contraignants, prennent plus de temps et d'énergie. Donc voilà, je pense que le travail du sexe, ça m'a quand même permis de voyager, de faire de la politique, d'étudier, de faire pas mal de choses en termes de flexibilité de temps que ça m'a apporté. Donc voilà. Merci beaucoup. Du coup, je me présente aussi. Je m'appelle Marie Torel et moi, je suis membre de Pourparler, la tribune étudiante. Donc, je vais vous poser la question par rapport au STRAS. Donc, pourquoi avez-vous fondé le STRAS et aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes qu'il mène, s'il vous plaît? Le STRAS a été fondé en 2009. On était environ 200 personnes à la création du STRAS, donc je n'étais pas tout seul, hein, loin de là. Qu'est-ce qui nous a amené à créer ce syndicat? Je pense que c'est parce que il y avait sans doute un besoin d'aller plus loin que les revendications sur la décriminalisation et que le fait d'apporter une perspective aussi syndicale en termes de droit du travail, je pense que c'est quelque chose qu'on avait envie de porter. Voilà, après, je pense que c'était un besoin aussi d'avoir une indépendance dans la prise de parole, de plus être dépendante d'alliés. Et puis, peut-être avoir un réseau national. Voilà, parce que le mouvement à l'époque était il y avait beaucoup d'associations de santé communautaire qui existaient déjà hein, depuis l'apparition du sida dans les années 80, puis 90, où ça s'est beaucoup développé au niveau des associatifs. Mais je pense que le fait d'avoir un syndicat, c'était nouveau, quoi. Enfin, et puis c'était être clairement sur le domaine des droits et du travail, et pas juste de l'humanitaire, pas juste de la santé. Voilà, donc je pense que c'était une entreprise de prise de pouvoir aussi d'un point de vue militant. Et pourquoi ça vous a pris autant de temps de créer ce syndicat puisqu'il est né en 2009? Est-ce que c'était plus compliqué d'avoir plus de personnes dans le syndicat ou est-ce parce que vous avez autre chose auparavant?
Je pense que, il y a quand même toute une histoire d'oppression qui peuvent déjà expliquer des exclusions de la part du mouvement ouvrier ou des mouvements féministes dès le 19e siècle, quand ces mouvements se sont constitués. Il y a le mouvement des travailleurs du sexe existe quand même depuis 1975 au moins en France, avec l'occupation des églises, de l'église Saint-Nizier à Lyon, puis des différentes églises partout en France. Au début, pourquoi ça ne s'est pas constitué en syndicat? Je pense que c'est parce que c'était des collectifs un peu informels au départ, qu'après se sont structurés autour d'organisations. Je pense qu'il ne faut pas oublier que on est quand même dans un contexte où il y a une répression, on est quand même criminalisé, que parler a fortiori à visage découvert, c'est prendre des risques énormes pour soi, pour sa famille. On peut perdre un travail de jour, on peut se faire virer de son appartement, on peut voir ses enfants harcelés et violentés à l'école, on peut tout perdre en fait, on peut vraiment tout perdre. Donc, évidemment que c'est un frein énorme à quelques prises de parole que ce soit ou quelques investissements politiques. Plus à côté de ça, en fait, on est complètement ostracisé dans la classe politique, alors même si ça évolue avec le temps, mais ça fait des années, moi, que je me fais traiter de proxénète par plein de gens, qu'il y a encore une trémute dans l'humanité cet été. Euh, donc, pourquoi il n'y a pas eu un syndicat plus tôt que 2009? En fait, il y a eu plein d'organisations, il y a eu plein de tentatives politiques, il y a toujours eu des résistances, en fait, quand vous avez parlé des travailleurs et des travailleuses du sexe. Si vous prenez le livre d'Alain Corbin sur l'histoire du réglementarisme en France, on voit qu'il y a déjà des révoltes dans les prisons, on voit qu'il y a déjà des révoltes au moment des arrestations policières. Donc voilà, après, un syndicat en tant que tel, moi, je ne sais pas si ça a pris beaucoup de temps. Je pense que, en fait, au vu de ce qu'on subit en termes d'exclusion et d'ostracisation, etc., oui, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais rassembler 200 travailleurs du sexe, en plus, c'est vrai que peut-être une difficulté qu'on a, c'est qu'on on est très divers. En fait, l'industrie du sexe est très, très, très variée. Donc, rassembler des gens qui n'ont pas forcément les mêmes cultures, les mêmes langues, les mêmes identités de genre, les mêmes modes de travail, puisque même maintenant, aujourd'hui, avec Internet, la vidéo, tout ça, il y a plein de formes de travail du sexe très différentes. Rassembler tout ce monde-là ensemble, ça n'a pas été simple, parce qu'en plus, moi, je me rappelle au début, des actrices porno qui disaient moi, je ne suis pas pute, ou même le mot travailleuse du sexe. On l'a traduit de l'anglais sex worker, mais au départ, les gens parlaient que de prostitution. Donc voilà, c'est quand même aussi s'identifier à un stigmate au départ. Donc comment on fait avec ça? Il y a plein de raisons qui font que oui, ça met du temps pour se libérer et s'émanciper par rapport à des oppressions structurelles. Voilà, après, moi, je ne sais pas si c'est si lent que ça. Alors, en tout cas, on fait ce qu'on peut, quoi. Voilà. J'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit, et vous le répétez d'ailleurs dans le livre, qu'on vous a souvent traité de proxénète. Est-ce que être un homme dans le travail du sexe, c'est vraiment un désavantage ou, enfin, comment vous faites la différence entre être une femme dans le travail du sexe et être un homme? Comment vous le vivez? Non, moi, je ne parlerai pas de désavantages. Je pense qu'il y a des différences, oui, mais après, je ne vais pas faire la compétition des oppressions et de qui est plus discriminé ou quoi. Je pense qu'il y a des différences, il y a des croisements. Je pense que beaucoup d'hommes sont gays. Donc oui, il y a comment dire, l'homophobie qui fait partie aussi de la façon dont on représente et on comprend le travail du sexe masculin. Je pense que oui, c'est vrai qu'il y a ce stéréotype qu'un homme dans l'industrie du sexe est forcément proxénète parce qu'on ne correspond pas à ce stéréotype très genré de la femme victime, sans espoir. Il y a moins l'idée des hommes qui sont manipulés par d'autres hommes pour travailler, etc. Donc, après, voilà, je pense que je ne dirais pas qu'on est désavantagé, je dirais qu'il y a des oppressions spécifiques par rapport, par exemple, la prévalence VIH est beaucoup plus forte chez les hommes que chez les femmes. Les femmes cisgenres, je précise, parce que les femmes transgenres ont aussi une prévalence VIH très forte. Il y a des problématiques, par exemple sur la question des violences, c'est vrai que les hommes en parlent beaucoup moins, voire pas du tout. Donc on n'a pas une tradition, une culture d'organisation contre les violences comme les femmes ont. Voilà, donc moi je parlerais plutôt de différence parce qu'après, en tant qu'homme, on a aussi des avantages très conséquents dans le système patriarcal. Donc, c'est pas parce qu'on est minoritaire dans l'industrie du sexe ou dans le mouvement des travailleurs du sexe enfin, je pense qu'au contraire, c'est plutôt une chance en fait d'être dans un mouvement de femmes. Donc,
À quoi ressemble le quotidien d'un travail du sexe? Oula, le quotidien du travail, il est très varié, hein. Moi, je veux bien vous dire des choses par rapport à moi-même, mais en fait, il y a des modes de travail très différents d'une personne à une autre. Donc, après, ce que je pourrais dire, qui à mon avis peut-être être assez, comment dire, assez représentatif, c'est que on s'imagine, enfin, quand on parle de travail du sexe, souvent les gens pensent sexe. Nous, on pense surtout travail. Et dans le travail du sexe, en fait, la partie sexe, finalement, n'est pas forcément la plus importante. Au sens où même un rendez-vous d'une heure avec un client, bon, il n'y a pas forcément 1 heure de sexe, mais pour avoir 1 heure de rendez-vous avec un client, il y a des heures avant de préparation, de sélection, de discuter, de passer les annonces, de valoriser ces annonces. Voilà. Et même quand on travaille dans la rue, le fait de racoler, le fait de se poser, d'attirer le client, enfin, voilà, il y a quand même plein de techniques, il y a plein de savoirs, il y a plein de choses à faire, et c'est pas forcément que le côté baise qui en fait est juste un élément. Moi, je voulais vous poser une question. C'était surtout avec le fait que la société, peut-être qu'on devient moins racolé au christianisme, à toutes ces idées-là, selon lesquelles le sexe serait réservé même dans le mariage, serait réservé dans des relations privées. Est-ce que vous pensez que cette évolution-là, elle est positive justement pour les travailleurs du sexe et dans leur reconnaissance, justement, le fait qu'on se détache un petit peu aussi je sais pas, de cette culture chrétienne qui peut-être nous enferme dans cette manière d'exercer le sexe? Alors déjà, je nuancerai parce que je pense que la France n'est peut-être plus un pays catholique, mais on est un pays catholaïque. C'est-à-dire que tous les concepts du christianisme, toute la morale sexuelle chrétienne, elle a été sécularisée, laïcisée, et d'autant plus quand on parle de travail du sexe, je pense qu'on reste complètement dans une morale chrétienne, notamment par rapport aux politiques publiques qui sont menées. Je veux dire, tous ces politiques qui se gargarisent du mot laïcité quand il s'agit de discriminer les musulmans, là, en ce qui concerne le travail du sexe, ils n'ont aucun problème à financer des associations catholiques pour organiser la réinsertion sociale des travailleurs du sexe. Et pour moi, tout ça, c'est le mythe de Marie-Madeleine qui est juste transformé en une politique publique. C'est-à-dire que Marie-Madeleine, c'est un personnage qui a été, on va dire, transformé au Moyen-Âge par certains représentants de l'Église, notamment un certain Grégoire, pape, qui, je pense, en partie, je pense, pour stigmatiser les femmes hein, au sein de l'Église, mais le fait d'en faire un personnage de prostituée au Moyen-Âge, c'est aussi une façon de justifier des politiques publiques de contrôle des femmes prostituées, et pas que les femmes prostituées d'ailleurs, parce qu'il y a eu aussi des formes de répression et de contrôle sur ce qu'on appelait les filles mères, donc des femmes qui n'appartenaient pas à un homme dans le cadre du mariage de la famille. Pourquoi? Pour forcer ces femmes-là à produire du travail gratuit, travail domestique en général, au profit de l'Église. Donc, par exemple, tout ce qui est les Magdalen Laundries, dont on a beaucoup parlé en Irlande, par exemple, parce que ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps en Irlande, je crois que c'est 96, la fermeture de la dernière Magdalen Laundry, mais c'est des choses, c'est des maisons de réhabilitation des prostituées qui ont existé dans beaucoup de pays d'Europe, aussi en Amérique du Nord en partie. Et cette idée qu'il faut que les prostituées soient réhabilitées, réformées pour faire autre chose, et en général, l'autre chose, c'est souvent du travail domestique, on peut faire des ménages, voilà. Encore aujourd'hui, c'est ça. Hein. En fait, ça vient de l'Église. Hein. C'est l'Église qui a organisé ça pendant des siècles. Donc aujourd'hui, quand on crée un parcours de sortie de la prostitution, donc qui est la loi de 2016, hein, c'est complètement laïque, c'est la République française, blabla, mais en fait, c'est la même idée. Donc, si vous voulez, moi, quand on me dit la morale chrétienne a disparu, moi, je ne trouve pas, en fait. Je pense qu'on est toujours dedans. Donc après, peut-être que oui, il y a un peu moins on a le droit d'avoir du sexe hors mariage, mais vous savez, je pense que du sexe hors mariage, il y en avait même à l'époque où c'était interdit. Si vous regardez les registres paroissiaux, notamment sur les naissances et les baptêmes, hein, on voit qu'il y a des naissances même après les périodes où on est censé ne pas être abstinent sexuellement. Donc on voit que les Français n'ont jamais vraiment
toujours respecter les consignes et les ordres religieux en termes de sexualité, et heureusement pour eux d'ailleurs. Mais donc voilà, après, oui, on peut, je ne sais pas si on a, oui, bien sûr, bah, on peut être pédé aujourd'hui, on peut même se marier, vous voyez. Donc, mais au final, je pense qu'il y a des sujets où on ne progresse pas, où on régresse complètement. Donc, je ne sais pas si ça répond bien. Si, ça répond, merci. Ouais. Elle est parfaite, votre réponse. Alors, j'ai une autre question. Aujourd'hui, vous sentez-vous mieux considéré grâce à des mouvements sur les réseaux sociaux tels que MeToo ou bien Balance ton corps ou MeToo Inceste qui est arrivé récemment? Je pense que sur la question des violences, on part de loin quand même, parce que comme on a été assimilé en soi, enfin, à une violence, et c'est encore le cas hein, dans beaucoup de féminismes. Après, je pense qu'il y a quand même ces dernières années un vrai progrès, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de féministes aujourd'hui qui soutiennent les travailleurs du sexe et qui veulent nous inclure dans la lutte contre les violences. Après, je pense que c'est aussi parce que nous-mêmes, on a produit de la théorie féministe, que nous-mêmes, on produit de l'action hein, contre les violences à travers le projet Jasmine, hein, qui est un système d'alerte et de signalement des agresseurs par et pour les travailleurs du sexe. Les cours d'autodéfense avec le SWAG, le service juridique du STRAS pour aider les gens qui veulent porter plainte, pour accéder au droit à la justice, etc. Bon, voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Je pense qu'on rend visible des choses. C'est vrai que le fait de voir des colleuses, les colleuses féministes qui collent les noms des travailleurs du sexe assassinés, c'est très nouveau. C'est-à-dire qu'avant, on nous disait les féminicides, c'était les femmes dans le couple hétérosexuel, mais ça excluait les femmes trans, ça excluait les femmes travailleuses du sexe, qui étaient a priori en dehors de ce cadre du système hétérosexuel du couple et tout. Là, le fait que ces féministes-là disent non, non, on veut vous inclure, c'est vrai que ça fait chaud au cœur parce que c'est pas ça à quoi on avait l'habitude auparavant. Donc, je vois des évolutions. Mais après, je suis quand même un peu réservé sur là où ça nous mène. C'est-à-dire que je pense que l'injonction au témoignage, c'est-à-dire parler, c'est très bien, témoigner, c'est très bien, mais après, quand on voit des formes d'injonction au témoignage ou de porter plainte, et qui en fait laisserait entendre que la seule voie possible, c'est la voie judiciaire et carcérale, et comme si la justice fonctionnait bien, alors que en fait, on sait que ça fonctionne pas si bien que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de victimes qui vont, comment dire, perdre beaucoup de temps et d'énergie pour un résultat qui n'est pas forcément satisfaisant. C'est-à-dire que, et a fortiori, quand on est travailleuse du sexe, l'accueil dans les commissariats, de la part de la police, de la part de justice, n'est pas vraiment très bon, pour dire les choses gentiment. Et parfois, ça peut être plus traumatisant qu'autre chose, en fait, de passer par ce système judiciaire-là. Donc, faire comme si la police et la justice nous protégeaient, qu'ils étaient formidables, etc. Alors qu'en fait, pour les travailleurs du sexe, c'est sans doute des organes oppresseurs plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on est toujours avec une forme de criminalisation, que ce soit les arrêtés municipaux, les lois sur proxénétisme qui visent aussi à criminaliser l'organisation, le partage d'un studio, d'un appartement. Donc, même si en théorie, on n'est plus pénalisé pour bricolage, hein, ce qui est vrai, même voilà, dans la pratique, il y a quand même aussi des formes de pénalisation qui restent, même directes, hein, sur les travailleurs du sexe. A fortiori, en plus, sur le droit au séjour, si vous êtes migrante. Voilà, donc il y a quand même, je veux dire, on va pas. Moi je pense que le mouvement pute, hein, ou le féminisme pute, ce qui a été développé, il a quand même défendu un concept qui est le concept d'autodéfense. Bon, je dis ça, il n'y a pas que nous, hein, il n'y a pas que les travailleurs du sexe, il y a aussi d'autres mouvements de femmes qui, je pense aux afroféministes ou d'autres qui sont aussi concernés par des oppressions croisées et qui ont des problèmes similaires en termes de manque de, de confiance ou par rapport à ces organes institutionnels. Mais en fait, oui, l'autodéfense, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais en tout cas, ça montre que on n'est pas forcément réduit à du témoignage individuel, on n'est pas forcément obligé de devoir apparaître comme une bonne victime qui serait traumatisée à vie ou dans un état de sidération constant, et que du coup, bah, c'est pour ça qu'il faut rendre les crimes imprescriptibles parce qu'on ne peut pas parler, et que en fait, heureusement que la police est là pour nous protéger. En fait, bon, ça, c'était une narration qui fonctionne peut-être pour certaines personnes, mais qui ne fonctionne pas pour tout le monde. Et du coup, bah, je crois qu'il faut développer plusieurs axes de défense, plusieurs stratégies. Moi, je ne dis pas que le droit, il faut le jeter à la poubelle. Je pense qu'il y a des choses intéressantes
qu'on peut faire à travers le droit, mais il faut se dire que c'est un outil, en fait, et que ce n'est pas la seule voie possible et obligatoire. Voilà, donc, bon, après, ça fait partie des débats féministes hein, sur comment lutter contre les violences, mais je suis un peu gênée quand on n'est que dans de la parole, témoignage, et qu'est-ce que ça produit derrière en termes d'avancées politiques, quoi. Et je veux dire, moi, je me rappelle quand le bouquin de Virginie Despentes est sorti, King Kong Theory, tout le monde a trouvé ça très bien de dire, voilà, on a le droit de se défendre, on a le droit de répondre à l'agresseur, on n'est pas condamné à devoir être traumatisé à vie, etc. Bon, je dis pas que voilà, chacun fait comme il peut, mais au moins, ça montre que on n'a pas, enfin, on peut sortir aussi de ces injonctions à être une bonne victime qui serait passive, voilà, qui correspondrait bien à ce que l'État veut, parce qu'en fait, on le voit notamment sur les politiques par rapport au travail du sexe. Ce que ça produit, c'est que là, par exemple, avec ces histoires de parcours de sortie, de la prostitution, etc., en fait, si vous avez déjà eu une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français, vous avez déjà eu une infraction sur quelque chose, ou si vous ne parlez pas assez bien français, ou enfin, en fait, il y a toujours une bonne raison pour dire que, en fait, elle fait ça pour avoir des papiers, ou elle fait ça parce qu'elle veut l'argent. Il y a toujours cette méfiance, en fait. Donc, on n'est jamais complètement une bonne victime, a fortiori quand on est pute. Donc, est-ce que ça marche vraiment, quoi? Enfin, moi, je pense que, voilà, pour les travailleurs du sexe, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Donc, faudrait mieux revoir, en fait, tout ça. Justement, vous parlez d'un problème aussi qui est certainement politique. Vous êtes engagé dans Europe Écologie Les Verts, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça vous permet d'avoir une voix justement via EELV ou est-ce que justement c'est un peu compliqué encore de se faire entendre de ce côté-là? Alors, mon engagement partidaire, c'est à titre individuel, hein, donc ça n'engage pas du tout le STRAS ou le mouvement. Moi, je tente effectivement aussi des stratégies d'entrisme dans les partis. Je pense que LV, c'était peut-être un des seuls partis au moment où j'ai adhéré qui me semblait prêt à avoir un débat sur le travail du sexe qui ne soit pas uniquement comment dire, dominé par les abolitionnistes et les prohibitionnistes, mais en tout cas que la parole des personnes concernées pouvait être entendue. Après, ça a beaucoup de limites aussi, hein, parce que c'est un parti politique, donc il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux de lutte interne, et puis surtout, si on est trop isolé, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il faut un groupe, en fait, il faut être organisé. Donc il y a toujours ces histoires de jeux de motion, tout ça, qui sont la vie interne des partis, hein, mais en soi, c'est pas forcément. Enfin, moi, je pense que c'est une piste. Je dis pas que c'est la meilleure, et voilà, ça a un peu marché sur certains trucs, parce que je pense que j'ai quand même réussi à faire passer des choses dans ce parti, notamment sur la question de la pénalisation des clients. Je pense que ce parti a pris une position contre cette forme de pénalisation, et je crois en être en partie responsable. C'est-à-dire que j'ai quand même mené ce débat en interne pour qu'on ait une position claire contre cette forme de pénalisation. Après, le parti commence à parler du travail du sexe. Il y a la dernière motion sur le sujet, c'était par rapport à la lutte contre le sida, et donc les travailleurs du sexe sont nommés comme tels. Mais c'est vrai que sur la question du travail, la reconnaissance du travail, c'est quelque chose qui est encore en débat, ou en tout cas qui n'avance pas. Je pense que là où le parti est clair, c'est plutôt sur le refus des formes de pénalisation. Mais en réalité, là, les écolos sont au pouvoir à la mairie de Lyon, et ils appliquent une politique de pénalisation à travers des arrêtés municipaux qui sont issus de l'ère Collomb. Donc, on attend du maire de Lyon, Grégory Doucet, et des élus écologistes d'abroger ces arrêtés de pénalisation, puisque c'est la position du parti. Voilà, donc je peux essayer de vous dire des choses, mais c'est pas satisfaisant. Il y a c'est aussi beaucoup de frustration, hein, donc. Merci. Alors, on a une question d'une fille. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les mouvements féministes mainstream et les mouvements LGBT laissent tomber les travailleurs et les travailleuses du sexe? Bon, déjà, il faut peut-être un peu définir c'est quoi les mouvements féministes, les mouvements LGBT. Je pense que ça dépend desquels on parle. Bon, il y en a,
sont clairement, comment dire, en opposition, hein. Il y en a qui sont vraiment clairement hostiles. Bon, après, il y en a aussi beaucoup d'autres qui nous soutiennent. Évidemment que, bon, je pense qu'on préférait un soutien qui soit plus pertinent, plus efficace, etc. Bon, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui font en fonction aussi de leurs propres agendas, de leurs propres oppressions. Voilà, il y a plein de choses. Sur les luttes LGBT, je crois qu'aujourd'hui, la plupart des organisations, en tout cas à ma connaissance, je pense qu'elles sont plutôt claires sur un soutien aux revendications de décriminalisation et de reconnaissance du travail. Donc, je pense que côté LGBT, ça a mis du temps, hein. Moi, je me souviens que ça n'a pas été toujours évident. J'ai été tricard du centre LGBT de Paris pendant des années quand Madame Le Douaret était présidente. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a la plupart des organes LGBT. Je crois que ça a été aussi parce qu'il y a eu les 50 ans de Stonewall, là, donc il y a 2 ans ou un truc comme ça. C'était quand non, il y a 3 ans, parce que c'était quoi, 69, donc 19. Ouais, donc il y a 2 ans. Au moment des 50 ans de Stonewall, il y a eu un peu un rappel historique sur le fait que les personnes qui ont participé aux révoltes, hein, de Stonewall ou de Compton Riots en Californie quelques années auparavant d'ailleurs, étaient des travailleurs du sexe. En fait, je pense qu'il y a dans la communauté LGBT, alors beaucoup parmi les personnes trans, mais aussi chez les jeunes gays qui quittent leur famille assez jeunes et qui ont besoin d'une indépendance financière assez jeune, et qui sont dans un processus d'exode rural. Donc, tu arrives dans une grande ville comme Paris ou voilà, New York, et tu n'as pas beaucoup de ressources, tu n'as pas beaucoup d'options, et le travail du sexe, c'en est une. Et d'autant plus dans une culture communautaire qui est très sexuelle, en fait. Et avec aussi, dans la culture gay, un peu une histoire de, comment dire, de transmission, donc il y a un peu des vieux PD qui vont penser aider, et donc il y a un peu une sorte de sexe transactionnel qui est là, quoi, et qui est là depuis très longtemps historiquement. Donc il y en a qui vont parler de la coutume pédérastique de la Grèce antique et tout, et qui vont se référer à ça parce que c'est un symbole positif. Mais donc oui, le travail du sexe est très présent dans la communauté LGBT. Je pense que ça explique le fait qu'à un moment donné, les gens se disent, bon, on va regarder les choses en face et on va se dire que peut-être qu'il est temps de soutenir les personnes qui en vivent, d'autant plus qu'on a été très impliqués dans les luttes LGBT. Hein, donc il y a eu Stonewall, mais même au niveau d'Act Up, de la lutte contre le sida, il y a toujours des travailleurs et travailleuses du sexe qui ont été très impliqués dans les luttes LGBT depuis toujours, en fait. Et je pense que c'est parce que les gens qui se battaient avec la police, les gens qui étaient visibles, c'était les gens qui étaient dans la rue, qui occupaient l'espace public, et du coup, c'était pas les petits bourgeois qui étaient cachés ou qui avaient peur de perdre. Quand tu n'as plus rien à perdre, en fait, quand tu n'as déjà rien au départ, bon, que les gens savent que ils savent que tu es PD et tout. On le voit en Afrique, en Asie, dans les pays où il y a encore des formes de criminalisation de l'homosexualité. Il y a des liens très forts entre les mouvements putes et les mouvements LGBT, parce qu'il y a des oppressions partagées, notamment par rapport à la répression policière, des putes qui cachent des homosexuels dans les bordels, trucs comme ça. Il y a plein d'histoires comme ça dans certains pays, ou même pendant la guerre en France, il y a eu des histoires comme ça. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais donc oui, pour côté LGBT, je pense que ça pourrait être mieux, mais maintenant, je pense que c'est assez clair, en tout cas au niveau du principe. Côté féministe, il y a encore un débat très fort, très passionné. Maintenant, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu du 50-50, hein, je pense quand même qu'on commence à devenir majoritaire parmi les plus jeunes, mais c'est vrai que dans le féminisme institutionnel, mainstream et tout ça, là, c'est très abolitionniste, mais je pense que c'est parce que c'est des personnes qui sont dans l'administration, dans les ministères, dans les partis politiques, dans des espaces de pouvoir, et que tu renonces pas comme ça du jour au lendemain à des dogmes, en fait, parce que c'est aussi des questions de réseau, d'amitié et de pouvoir. Donc aujourd'hui, si tu veux faire une carrière en tant que féministe en France, il vaut mieux être abolitionniste quand même. Sinon, c'est compliqué. Surtout qu'on a aussi tout le discours universaliste, blabla. Donc, il faut être pro-flic, il faut être contre l'islam, il faut être contre la prostitution. Donc, voilà, faut être. Sinon, c'est compliqué de faire une carrière politique, quoi, en France. Hein. Donc, mais bon, ça va peut-être changer, hein, je ne sais pas. Hein. Mais justement, vous avez mentionné à plusieurs reprises les termes abolitionnistes et réglementaristes.
Alors avec Thaïs, on a lu votre livre, donc du coup, Fier d'être pute, donc du coup, on sait à quoi ça correspond. Est-ce que pour les autres qui peut-être ne sauraient pas ce que ça signifie, est-ce que vous pourriez peut-être rappeler, s'il vous plaît, les positions? Bon, en fait, là, on parle de régimes juridiques et politiques qui sont des régimes d'État. Donc, si vous voulez, historiquement, depuis l'Antiquité, les pays, les législateurs, les décideurs politiques varient toujours entre interdiction et contrôle. Donc, la prohibition, c'est pas trop compliqué. Donc, c'est vraiment l'interdiction, la répression directe ou indirecte, peu importe. Mais bon, il y a vraiment l'idée de punir. Le contrôle, c'est ce qu'on appelait le réglementarisme. Donc, après la Révolution française, en France, on a eu une politique publique qui a visé à contrôler les prostituées. Je soupçonne que c'est parce qu'elles ont aussi participé aux luttes révolutionnaires et que c'était une façon aussi d'imposer aux femmes du peuple, on disait les femmes du peuple de Paris ou des villes, des espaces urbains, d'avoir une carte d'identité. Donc, les premières personnes qui ont eu une carte d'identité, c'était les prostituées, d'être enregistrées en préfecture et d'être enfermées dans des maisons donc closes, hein, comme le nom l'indique. Hein, donc, c'est-à-dire en dehors de l'espace visible, de l'espace public, puisque avant, ça racolait à Palais Royal, donc une visibilité importante, ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment de retirer du regard, hein, de considérer déjà sans doute à l'époque qu'on était une nuisance publique. D'ailleurs, le mot prostituée, ça vient un peu de placer devant, donc on peut imaginer cette notion de nuisance publique à travers le regard. Et puis, avec aussi des politiques dites de santé à l'époque contre la syphilis ou ce qu'on appelait les maladies vénériennes. Et donc, pour protéger les hommes, hein, parce que les femmes, on s'en foutait évidemment, mais pour protéger les hommes et notamment les soldats, les marins dont on avait besoin pour servir de chair à canon dans les guerres, il fallait qu'ils restent en bonne santé. Donc, on contrôlait les femmes avec qui ils avaient des rapports sexuels. Et comme à l'époque, c'était soit à travers le mariage et la reproduction, soit avec des travailleurs du sexe ou prostituées, parce que c'est un anachronisme de parler de travail du sexe à cette époque-là. On a imposé des dépistages obligatoires qui, en fait, sont des visites de médecins. Et dès qu'il y a un signe de maladie quelconque, on oblige la personne à aller dans un hôpital spécifique où elle finira ses jours et où elle ne sera plus un danger pour les hommes. Donc voilà le contexte, voilà, qui est un peu trash. Et puis, tout ça a duré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale parce que les maisons closes, en fait, les patrons de maisons closes ont collaboré avec les Allemands. En tout cas, ont servi de lieu de repos et de divertissement pour l'armée allemande, notamment à Paris. Hein. Et que ça, c'était une honte nationale, que c'était pour les punir, en 1946, on a fait fermer les maisons closes en France. Voilà. Donc ça n'avait rien de progressiste, de féministe, rien sur la question de la condition prostituée ou quoi. C'est vraiment purement pour punir les patrons de maisons closes. Donc voilà, j'espère que ça explique bien ah oui, alors abolitionnisme peut-être du coup, qui est la troisième voie. Hein. Donc prohibition, réglementation, prohibitionnisme, réglementarisme. La troisième voie au XIXe siècle, c'est ce qu'on appelait l'abolitionnisme, mais qui avait comme ambition d'être une forme de tolérance, en fait, c'est-à-dire de ne pas punir et de ne pas pénaliser les prostituées, de ne pas non plus leur imposer un contrôle social à travers le réglementarisme, mais d'essayer de lutter contre la prostitution via des réformes sociales, peut-être de la prévention, ou en tout cas des mesures qui soient ni coercitives ni punitives. Bon, ça c'est le principe, notamment si vous lisez les premiers théoriciens en France, c'était, je n'ai plus son nom, je ne me rappelle plus, non. Bon, il faudrait que je retrouve, mais Joséphine Butler au Royaume-Uni, qui est quand même la fondatrice du mouvement. Et je ne me rappelle plus c'est un libéral français, je ne sais plus si c'était Guy ou un truc comme ça, je sais plus.
Bon, et ces gens-là, en fait, ils ont lutté pour pour l'abolition des maisons closes, etc. Mais en fait, il y a eu une sorte de dérive sémantique au sens où on n'a plus seulement aboli un système judiciaire, un régime juridique, mais on a voulu, et c'est ce qui est le cas aujourd'hui, hein, on essaye d'abolir l'abolition en tant que telle. Et en fait, on se retrouve avec des nouvelles lois qui ne visent plus seulement les intermédiaires ou l'organisation ou le cadre du travail du sexe, mais aussi les clients. En fait, on est aussi sur une pénalisation de la transaction, de l'échange en tant que tel. Et puis aussi, même quand les lois sur le proxénétisme, en réalité, pénalisent aussi les travailleurs du sexe, puisque on peut pas, il y a plein de choses qu'on peut pas faire, comme je sais pas, louer un appartement, partager une camionnette, un studio, tout acte de solidarité, d'entraide, tout ça peut être considéré comme du proxénétisme. Donc, en réalité, il y a beaucoup de travailleurs du sexe qui sont mis en examen ou condamnés pour proxénétisme. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'abolitionnisme, vous savez, bon, ça a plus de 100 ans. Hein, donc, forcément, il y a des changements, il y a des évolutions à travers le temps. Et aujourd'hui, je pense que les gens qui se redéfinissent abolitionnistes, pour moi, ils sont prohibitionnistes surtout. Alors après, il y en a qui sont toujours sur une vision politique qui ne soit pas punitive et qui pensent à des solutions plutôt sociales pour aider les gens à sortir de la pauvreté, ce genre de choses. Bon, avec quoi on est d'accord, hein, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, pénaliser les clients, typiquement, c'est une mesure contre laquelle on s'est beaucoup mobilisé et contre laquelle on se mobilise toujours beaucoup parce que c'est complètement contre-productif, y compris dans cette logique abolitionniste. C'est-à-dire que ça a pour impact principal de nous précariser. Vu que c'est une attaque sur nos revenus, voilà, si nos clients sont pénalisés, c'est moins de revenus. Et donc, moins de revenus, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter la procédure. Ça veut dire qu'on va peut-être devoir travailler plus ou être encore plus dépendant de cette ressource économique quand c'est la seule ressource économique qu'on a. Donc même dans leur logique, c'est pas logique en fait. Donc, mais bon, voilà, après ça fait partie des débats. Puis après, je pense qu'il y a des gens qui sont tellement sur ce truc-là qui vont jamais se remettre en question. Hein. Mais après, qu'est-ce que je pourrais dire? Après, nous, effectivement, on rejette tous ces modèles, tous ces régimes juridiques en disant, en fait, il faut arrêter avec comment dire, ces modèles législatifs qui viennent de l'État, qui viennent de gens extérieurs à l'industrie du sexe. Et peut-être qu'à un moment donné, il faut reprendre des concepts qui sont ceux des personnes qui travaillent. Quoi. Et nous, en fait, finalement, réglementarisme, abolitionnisme, tout ça, c'est pas si différent en fait, c'est d'un régime à un autre. C'est-à-dire que aujourd'hui, finalement, les uns et les autres se ressemblent beaucoup parce que, par exemple, en France, on peut avoir une amende à cause d'un arrêté municipal qui, voilà, pour pouvoir avoir le droit de travailler dans la rue. Enfin, c'est pas pour avoir le droit de travailler dans la rue, mais pour nous punir de travailler dans la rue, tu vas avoir, par exemple, 35 € d'amende pour stationnement en bois de Boulogne. Hein, c'est l'arrêté conjoint entre la mairie de Paris et la préfecture. Donc, il y a des gens qui vont se dire, bon, voilà, je paye 35 €. Et alors que dans un autre endroit où il y a des zones de tolérance, dans certains pays, il y a des zones de tolérance avec des horaires précis, voilà, tu vas payer une amende si tu as dépassé l'heure ou si tu n'es pas exactement dans la bonne rue. Ou alors, tu as même dans des systèmes où il faut avoir une licence, par exemple en Hollande, tu dois aller t'inscrire à un registre de la chambre du commerce, tout ça, mais il faut payer une taxe. Donc, en fait, entre payer une taxe pour avoir le droit de travailler et payer une amende parce que tu n'as pas le droit de travailler, au final, tu payes. Enfin, je veux dire, donc, c'est pour ça que pour nous, c'est pas tant. Enfin, oui, le régime, les lois, c'est important, etc. Mais c'est comment ça s'applique, comment on les définit. Et puis, si nous, on parle de décriminalisation, c'est pour retirer tout, en fait. On vire tout du code pénal et on applique le droit commun. Voilà, donc c'est vraiment pour résumer très rapidement. Mais parce que souvent, les politiques nous disent oui, mais vous voulez décriminaliser, vous allez créer un vide juridique.
Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que le vide juridique, c'est la prohibition. C'est-à-dire que la prohibition empêche la réalisation de plein de droits, comme le droit du travail, par exemple. Donc aujourd'hui, si tu es exploité, tu vas faire quoi? Tu vas appeler la police? Parce que c'est les seuls aujourd'hui qui ont le pouvoir à travers les lois sur proxénétisme. Hein. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont arriver, ils vont faire fermer le salon de massage ou le bar à hôtesse, ou peu importe. Et tu te retrouves sans rien, puisqu'en plus, on n'a pas de droit au chômage. Hein. Donc, en fait, personne ne fait ça. Les seules personnes qui utilisent les lois sur le proxénétisme, c'est la police, quoi. Et sinon, s'il y a une dénonciation. Mais c'est très, très rare que des travailleurs du sexe. Il y a eu des cas, hein, quand même, hein, notamment au début des années 80, il y a eu un procès de Grenoble assez retentissant et tout ça, où des travailleurs du sexe vont mener une plainte pour proxénétisme et tout. Mais nous, ça nous arrive un peu. Avec le service juridique du STRA, ça nous arrive un petit peu. Mais globalement, l'idéal, ce serait plutôt le droit du travail. Hein. Je veux dire, avoir accès au prud'homme, accès vraiment à des outils qui permettent de lutter contre cette exploitation avec une garantie d'indemnisation, etc. Bon, là, on parle de l'exploitation qui ne relève pas du travail forcé, évidemment. Hein, vous vous en doutez. C'est-à-dire que tout ce qui est travail forcé, traite des êtres humains, etc., ça reste évidemment pénalement répréhensible. Et ça, on ne demande pas du tout d'abrogation de ces lois, évidemment. Je précise parce que souvent, les gens font la confusion et pensent que dépénaliser, y compris les lois sur le proxénétisme, ça voudrait dire qu'on ne pénalise plus le travail forcé, la traite, etc. Bon, moi, je pense que c'est une confusion qui est maintenue et généralisée parce que la prohibition repose essentiellement sur les amalgames, en fait. Hein. Et quand les gens essayent de comprendre un peu plus en détail, bon, là, peut-être qu'ils se rendent un peu plus compte que c'est quoi la loi sur le proxénétisme et dans son application encore plus, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Bon, je ne sais pas si du coup c'est assez clair sous ces régimes juridiques et tout ça, mais voilà, c'est un peu les trois fameux grands modèles dont on parle tout le temps, que vous pouvez étudier, tout ça, mais qui pour moi sont superflus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut aller au-delà, quoi. Il faut arrêter avec ça, parce que c'est juste des États qui se parlent entre eux, quoi. Et c'est toujours dans une logique de contrôle fiscal, de contrôle sanitaire, de contrôle migratoire, de contrôle policier, enfin, voilà, ou de répression, mais bon, ça revient au même, quoi, hein. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors justement, on a une question sur le droit du travail. Donc, est-il possible en France de cotiser pour sa retraite ou de bénéficier des aides, comme un arrêt maladie, par exemple, en tant que travailleur du sexe? Alors oui, c'est possible, mais avec pas mal de nuances. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui est interdit au niveau du travail du sexe, c'est le salariat. Surtout. Le salariat est interdit du fait que voilà, les patrons sont professionnels. En revanche, le travail du sexe en tant que travail indépendant est parfaitement légal et même, comment dire, je veux dire, si on ne se déclare pas, on peut être condamné pour travail dissimulé. Donc c'est plus que légal en fait, c'est-à-dire qu'on est quand même fiscalement imposable et on a quand même une obligation de déclaration en tant que travailleur. Donc c'est le grand paradoxe de la France ou d'autres pays, hein, c'est que d'un côté on a des grands discours pour dire il n'y a pas de travail du sexe, c'est de la prostitution et la prostitution est une violence et que ce n'est jamais un travail. Et de l'autre côté, en fait, si vous ne payez pas vos impôts ou vos cotisations sociales, on va vous condamner pour travail dissimulé. Donc là, tout d'un coup, ça redevient un travail. Bon, mais alors, le droit à la retraite, en théorie, oui, sauf que le statut actuel le plus usité, c'est le statut d'auto-entreprise. Hein. Mais ce statut n'existe que depuis 2003-2004, je crois, je ne sais plus la date exacte, je c'est sous Sarkozy ça a été créé. Et donc, comme il faut 42 annuités de cotisation pour avoir une retraite complète, vous pouvez imaginer que pour l'instant, personne n'arrive à avoir ces 42 annuités, hein, puisque le statut n'existe pas depuis 42 ans. Bon, après, il y a peut-être des gens qui ont eu d'autres boulots, qui ont voilà, des carrières assez vastes avec plein de jobs et tout. Mais en théorie, oui, c'est possible. En pratique, pour l'instant, il y a très peu de personnes qui bénéficient d'une retraite en France. Sur la santé, là, c'est déjà un peu mieux parce que y a aussi la CMU hein, pour les personnes qui n'ont vraiment rien ou l'aide médicale d'État pour les sans-papiers.
Sinon, on peut, oui, via ce statut-là, effectivement, bénéficier de la Sécu en tant que travailleur du sexe. Hein. Moi, je suis déclaré en tant que travailleur du sexe. Et puis, en plus de ça, nous, avec le STRAS, on a noué des partenariats avec des mutualistes pour avoir une complémentaire, donc une mutuelle santé pour compléter les remboursements qui ne sont pas pris en compte par la Sécu, notamment pour tout ce qui est frais d'hospitalisation, pour certains, la partie des médicaments qui n'est pas remboursée. Donc, en fait, voilà, en termes de protection sociale, on a quand même beaucoup réfléchi. Pareil sur la prévoyance, contrat de prévoyance qu'on a mis en place aussi avec des mutualistes, et donc pour permettre d'avoir des revenus de substitution quand on n'a pas de suite à un accident ou maladie prolongée. Voilà. Bon, ça, c'est aussi des outils qu'on essaye de développer, de mettre à disposition de nos membres, de la communauté, de tous les travailleurs et travailleuses du sexe, sauf que y a très peu de gens qui les connaissent aussi, donc parce qu'on n'a pas accès à des moyens de communication suffisamment conséquents pour que les gens comprennent bien, parce qu'en plus, c'est pas simple non plus. Quand tu passes de j'ai droit à rien, voire j'essaye plutôt de rester dans le travail au noir parce que pourquoi je paierais des impôts, des cotisations si j'ai droit à rien, en fait, peut-être que si j'ai droit à des choses, mais sous quelles conditions, enfin bon, c'est pas si simple. Mais en tout cas, il y a des outils qui sont disponibles et oui, en fait, on peut cotiser et pour sa santé et pour sa retraite. Mais en pratique, c'est pas forcément accessible à tout le monde parce qu'il faut avoir des papiers. Hein. Si tu n'as pas de papier, tu peux pas te déclarer en tant que sous le régime auto-entreprise. Tu dois quand même payer des impôts, donc il faut quand même faire des déclarations fiscales. Mais par contre, tu peux pas accéder à ce régime-là. Après, même si tu as des papiers, en fait, il faut connaître ses droits. Et puis même si tu connais tes droits, c'est effectivement, est-ce que tu te dis, je fais ça que 3 mois, 6 mois pour dépanner parce que je dois rembourser une dette, ou je fais ça que le temps de mes études, puis en fait, et en fait, il y a une peur de donner son identité à l'URSSAF, tout ça. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas le faire. Et là, on s'est retrouvé avec une crise sanitaire cette année, pandémie mondiale, où en fait, tous les gens qui n'étaient pas déclarés ont eu droit à rien. Aucune indemnisation, et même les gens déclarés n'ont pas forcément été bien indemnisés d'ailleurs. Hein. Donc il y a eu ces deux côtés de la bataille. Et là encore, un peu, c'est de mettre l'État dans ses contradictions. C'est-à-dire qu'ils nous disent on a le parcours de sortie, mais on leur dit mais le parcours de sortie, il y a 200 personnes en 4-5 ans qui en ont bénéficié. Et ça s'adresse à des gens qui ont déjà arrêté la prostitution finalement. Hein. Donc ils s'engagent à avoir arrêté, à plus faire de clients. Donc ces gens-là, sont impactés comme tout le monde par la crise sanitaire, mais en termes de revenus, ils n'avaient déjà pas beaucoup de revenus. Hein. Alors que là, on a des dizaines de milliers de personnes qui, du jour au lendemain, n'ont plus aucun revenu, surtout pendant le premier confinement qui a été très bien respecté. Bon, après, on l'a moins bien respecté parce qu'on a eu droit à rien. Hein, donc, mais là encore, on nous a dit, en fait, donc c'est soit le parcours de sortie, soit il faut être déclaré. Mais donc, on voit bien que finalement, c'est quand même très contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit, c'est pas un travail, il faut sortir de la position, et de l'autre côté, on dit, si vous voulez avoir des droits, il faut vous déclarer. Mais c'est les réponses qu'on a eues. Hein. Donc voilà. Et donc là, on cherche d'autres solutions avec différents ministères. Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec des solutions qui relèvent plus de l'humanitaire que du droit commun. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voudrait, c'est en fait avoir les mêmes droits que les autres travailleurs pour pas avoir à être dépendant de la charité des associations catholiques. Enfin, je veux dire, on dit qu'on est un pays laïque, etc. Mais en fait, tout est fait pour maintenir un système de dépendance et de maintien dans la pauvreté, finalement. Donc, oui, ça va pas. Quoi. Justement, en lien avec la crise, vous nous avez donc expliqué un petit peu quelles ont été les conséquences pour les travailleurs du sexe, notamment ceux qui n'étaient pas déclarés. Là, on a une question dans le chat qui nous dit, avec la crise, de plus en plus de gens qui cherchent à gagner un peu d'argent se lancent dans les OnlyFans, par exemple. Est-ce que cette forme de travail du sexe constitue une concurrence sérieuse ou pas? Oula, moi, je n'utiliserai pas le mot concurrence. Je pense que c'est une nouvelle forme de travail. Et je pense que mes clients à moi, ils peuvent aller sur OnlyFans. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre.
Puis en fait, on peut faire les deux, on peut faire plein de choses différentes. Moi, je veux dire, moi j'ai travaillé dans la rue quand j'ai commencé, après j'ai fait du porno, je fais escorte, je pourrais demain ouvrir un compte OnlyFans. Je veux dire, non, mais après, ce qui est vrai, ce qui est très vrai, c'est qu'en période de crise économique, il y a toujours plus de gens qui vont se tourner vers l'industrie du sexe et l'économie formelle de manière générale, mais l'industrie du sexe en particulier. Et puis, voilà, OnlyFans, c'est un nouveau truc. Ça fait un moment que ça existe d'ailleurs, hein. Je sais que là, d'un coup, il y a un article dans le Figaro, les politiques découvrent OnlyFans aujourd'hui, alors que ça fait quand même quelques années maintenant. Voilà, après, je sais pas. Moi, je pense que OnlyFans, c'est quand même aussi un modèle économique qui est une réponse à des formes de censure aussi de la pornographie en ligne. Donc, ou aussi comment dire, de vol des données ou de piratage. Enfin, c'est-à-dire que les grands tubes qui, je ne sais pas si c'est le documentaire d'Ovidie qui est assez bien là-dessus parce qu'elle explique bien comment, en fait, enfin, les producteurs ont perdu un peu comment dire, c'est-à-dire que, enfin, comme les gens maintenant ont accès au porno gratuitement sur ces tubes, le modèle économique, enfin, ce qui rapporte de l'argent, en fait, c'est les pubs à travers, genre Live Jasmine, donc les pubs de Camgirl en particulier, ou d'autres trucs comme ça. Mais les productions porno, en fait, elles sont même obligées de donner des clips gratuits à ces tubes-là, en espérant récupérer du clic sur leur site web et que les gens payent du contenu payant sur leur site web. Mais en fait, avant, les gens, ils achetaient des DVD, quoi. Enfin, donc, il y a eu une perte assez conséquente par rapport aux productions qui étaient aussi bénéficiaires au niveau de la distribution. Aujourd'hui, la distribution, bah, c'est surtout en ligne, quoi. Et en fait, il n'y a pas la culture du tips. Il n'y a pas la culture du pourboire comme aux États-Unis. Et donc, les camgirls en France, elles ont beaucoup plus de mal qu'aux États-Unis à gagner, à rentabiliser des revenus, parce que beaucoup de gens veulent du contenu gratuit et ils ne sont pas prêts à payer. Donc, sauf qu'à un moment donné, il faut se poser la question, c'est-à-dire que soit on prétend vouloir du porno éthique, féministe, etc., et à ce moment-là, peut-être qu'il faut penser à rémunérer les actrices et les acteurs, soit on consomme gratuitement et puis en fait, on contribue à l'exploitation des gens. Donc, parce que c'est vrai qu'OnlyFans, bon, OnlyFans, il récupère un pourcentage quand même, hein, mais en tout cas, l'argent, il va directement, enfin directement. Donc il y a ce pourcentage qui est vrai, mais il n'y a pas non plus 36, enfin c'est le seul intermédiaire. Après, c'est l'acteur qui récupère l'argent. Et du coup, c'est direct. Alors que si vous achetez un DVD, bon, il y a tout un système derrière et en fait, tu es juste payé un cachet et tu n'as aucun droit d'auteur, tu n'as pas de droit à l'image, tu n'as droit à rien, tu vois. Mais donc, si vous voulez, c'est une évolution de l'industrie du sexe, notamment par rapport au porno, où maintenant il y a beaucoup d'autoproduction. C'est pas, je veux dire, c'est pas si négatif que ça, quoi. Je veux dire, il y a du négatif, il y a du positif. Donc, donc voilà. Après, je pense que, enfin moi, pour moi, l'idéal, c'est des modèles économiques de coopérative, d'autoproduction, où il y ait le moins possible d'intermédiaires. Voilà, qui prélèvent une partie des revenus, mais après, en même temps, des intermédiaires dans le système économique dans lequel on vit, bah, il y en a. Et en fait, même il y a des travailleurs qui préfèrent avoir un patron ou un manager parce que bah, tu n'as peut-être pas envie de gérer les rendez-vous, t'as peut-être pas envie, il y a plein de trucs que tu n'as peut-être pas envie de gérer ou que tu peux pas parce que, je sais pas, ton mari n'est pas au courant, donc faut pas que tu gardes que ce soit sur toi, donc c'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui gère ton agenda plutôt que tu aies des papiers ou d'un agenda avec des rendez-vous et que n'importe qui peut tomber dessus. Donc, voilà, il y a plein de raisons qui font qu'il n'y a pas un modèle en tant que tel. Enfin, nous, voilà, au niveau du strass et tout ça, on ne va pas dire c'est comme ça qu'il faut travailler. Je veux dire, il y a plein de gens qui travaillent de manière très différente. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que les lois soient le plus favorables possible pour les travailleurs. Mais après, souvent les gens ils nous disent oui, c'est quoi, comment, enfin, c'est quoi le modèle, c'est quoi le statut, enfin, bon, en fait, c'est un peu des faux débats parce que finalement, le statut, il y en a déjà un, voire plusieurs, parce qu'il y a ça vient d'un spectacle, enfin, bon, il y a différents trucs. Et d'ailleurs, la plupart sont imparfaits, hein, donc il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur
sur tout ça. Mais bon, en fait, il n'y a pas d'absence de statut. Voilà, il y en a. Donc, le débat pour nous, c'est plus dépénaliser et accéder aux droits communs et notamment au droit du travail. Merci pour votre réponse. Alors, on a une autre question sur le chat. Donc, justement, pensez-vous que l'émergence de sites comme OnlyFans ouvre un nouveau débat sur la prostitution et peut mener à une normalisation plus globale? Mener à une normalisation, c'est ça? Plus globale, ouais. Moi, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut en penser. Je constate juste que c'est là que ça existe. Après, moi, je constate quand même que je pense qu'il y a des nouvelles générations qui n'auraient pas fait le pas que nous, on a fait d'aller dans la rue ou même de rencontrer des clients réels en tant qu'escorte et que finalement, vendre des photos ou vendre des petites vidéos. En plus, c'est pas obligé de tout montrer, tu montres ce que tu veux. Enfin, voilà, il y a quand même un contrôle assez fort. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui utilisent ça parce que, il y a ces avantages-là, quoi. Mais après, c'est toujours le débat de, oui, Internet a démocratisé, maintenant, tout le monde se prostitue à cause d'Internet. Mais je veux dire, avant, il y avait déjà le débat sur le Minitel et il y avait déjà en fait, il y a toujours eu, à chaque génération, les gens ont dit, ah, tel outil a fait que les gens se prostituent plus et c'est la déchéance, c'est la dégradation de la société, etc. Mais en fait, chaque génération a eu son cinéma porno, ses VHS, ses vidéos. Enfin, je veux dire, à chaque fois, c'est toujours le même débat, finalement. Donc, normalisation, moi, je crois pas, je pense que c'est pas tant les outils, je pense que c'est comment le mouvement arrive à peut-être changer les représentations et les narrations, etc. Parce qu'en fait, avant, c'était très difficile au sens où les gens qui parlaient, c'était des gens extérieurs. C'était des psys, des politiques, des curés ou certaines féministes ou voilà. Mais les travailleurs du sexe, enfin, je veux dire, on commençait à entrer dans l'espace public en tant qu'actrice politique en 75. Donc, ça fait presque 50 ans maintenant, mais et même en 75, bon, c'est pas non plus laisser les pages de société dans Libération et tout ça. Et puis, puis ça va, ça vient, quoi. C'est-à-dire que dans les années 80, à part Griser les Israéliens qui passaient à la télé, il y avait très peu de personnes qui parlaient à visage découvert. Aujourd'hui, c'est vrai que l'outil Internet a quand même permis une certaine visibilité, notamment le fait de faire des blogs, le fait d'avoir des groupes, le fait d'avoir des compétiteurs, des machins, et du coup d'échanger et d'avoir une communauté de travail sexe virtuelle qui, du coup, se renforce parce qu'on se met à avoir des liens, des connexions avec des collectifs. Alors avant, moi, quand j'ai retrouvé les archives dans les années 70-80, il y avait un collectif à Paris, un collectif à Marseille, un collectif dans la plupart des grandes villes, mais en fait, les gens s'écrivaient, voilà, enfin, c'était par courrier ou par communiqué de presse ou machin, mais ou se téléphoner éventuellement, tout ça, mais c'était pas, comment dire, il n'y avait pas des réunions Zoom avec tout le monde, voilà quoi, enfin, vous y, enfin, je veux dire, c'est évident, mais comment dire, c'est vrai qu'il y a des outils qui ont facilité l'organisation politique de la communauté et qui en plus ont permis de pouvoir s'organiser tout en restant anonyme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un pseudonyme et juste je sais pas, une photo ou je sais pas, un logo ou comme on dit, un avatar, en fait, on peut très bien militer en ligne et réussir à avoir un impact assez conséquent. Moi, je vois qu'il y a des travailleurs du sexe, hein, elles ont des comptes Instagram avec plein de followers et tout ça. Elles sont anonymes en fait. Mais du coup, elles arrivent à avoir un impact sur des centaines, voire des milliers de personnes, quoi. Donc, ça, c'est vrai que c'est nouveau. Et du coup, je pense que le progrès, il est plutôt là, en fait. Mais sinon, du coup, oui, les outils peuvent contribuer à un progrès. Mais je pense qu'après, c'est aussi comment nous, on s'organise, le fait qu'on produise des discours, de l'analyse, qu'on prenne des risques aussi en termes de visibilité, tout ça. Et après, peut-être que c'est vrai que maintenant, il y a peut-être des nouvelles générations qui sont plus réceptives à ça, quoi. Alors que, bon, je dis ça, en fait, j'en sais rien. Dans les années 70, en réalité, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient assez prêts à soutenir les mouvements de prostituées dans les années 70. Après, je pense qu'il y a eu un recul et puis il y a des évolutions. Je pense que c'est vrai que dans les années 90-2000, il y a eu un recul parce qu'il y a eu toute une grosse panique morale sur la traite des êtres humains.
parce qu'après la chute du mur de Berlin, donc il y a eu ce qu'on appelait les filles de l'Est, donc avec des femmes d'Europe de l'Est qui sont venues en Europe de l'Ouest, et donc voilà, il y a ça, et tout ce truc sur aussi des réseaux d'exploitation et tout ça. Aujourd'hui, il y a toujours un peu ce truc-là qui est lié avec la panique sur l'immigration, avec donc ça se mélange aussi avec du racisme, ça se mélange avec pas mal de choses. Mais puis la gentrification des villes, hein, aujourd'hui, c'est quand même un enjeu majeur. C'est-à-dire que la pénalisation des clients, la façon dont elle est appliquée aujourd'hui, ça répond pas du tout à des injonctions féministes ou quoi. C'est comment dire, nettoyer les rues, parce qu'ils se sont rendus compte que avec le délit de racolage, les putes passaient une nuit en garde à vue, puis le lendemain revenaient. Donc, en fait, il y avait pas de disparition du travail du sexe. C'est-à-dire que les flics s'épuisaient à donner des PV, des amendes, mais les gens restaient. Alors qu'avec la pénalisation des clients, les clients, ils flippent parce qu'ils se disent, j'ai pas envie d'avoir un courrier à la maison, que ma femme soit au courant, de me retrouver à faire un stage ou je sais pas quoi. Et eux, ils ont peur des flics, en fait. Donc, du coup, s'ils viennent moins, au bout d'un moment, ça ne sert à rien de rester dans un quartier où il n'y a plus de clients. Donc, à un moment donné, ça, c'est efficace pour faire fuir les gens des centres-villes. Et en fait, on voit que l'application de ces lois, elle est assez éloignée de l'esprit qui était avancé dans les débats, hein, qui était soi-disant de sauver les prostituées. Dans la pratique, c'est une politique de gentrification. Voilà. Donc, bon, je dérive un peu de la question, mais je pense que on voit que, du coup, que tout est un peu connecté aussi. Ouais, du coup, moi, ça me fait penser, vous avez parlé au tout début du fait que justement dans le travail du sexe, on a quand même une très très grande mixité, on a un peu de tous les profils, et c'est pas, le travail du sexe, c'est pas justement, c'est pas un seul travail en particulier, c'est très large et c'est en évolution. Du coup, comment on peut imaginer avoir une réglementation qui soit la même pour tous? Et est-ce que vous pensez que justement il y a certaines choses quand même, des mises en garde qui doivent être mises, notamment sur OnlyFans, on trouve des mineurs. Est-ce que ça irait dans le concept de la loi du droit du travail, ou est-ce que vous pensez qu'il faut quand même mettre quelques limites quelque part du fait que le travail du sexe soit très large et donc corresponde à plusieurs pratiques? Je pense que les conditions de travail doivent s'adapter en fonction des modes de travail. Après, si on parle de loi, que la loi, enfin, je veux dire, oui, on peut avoir des lois très précises au niveau du droit du travail et tout, mais je pense qu'il vaut mieux avoir un socle commun qui soit général pour tout le monde, et après on voit si effectivement il y a besoin d'avoir un régime spécial pour telle ou telle profession, parce qu'il y a des spécificités. Effectivement, il y a des spécificités dans l'industrie du sexe, mais pour l'instant, le souci, c'est surtout qu'on n'a pas accès au droit du travail. Donc, et que les spécificités législatives sont uniquement de l'ordre répressif, et ce qu'ils appellent le volet social, c'est tellement pourri, avec tellement de conditions que les préfets refusent d'appliquer. Parce qu'en fait, il y a une contradiction avec la politique anti-migratoire en plus. Donc, les préfets ne vont pas donner des papiers comme ça aux Nigérianes et tout ça qui seraient les plus susceptibles de rentrer dans ce genre de dispositif. Sur la question des mineurs, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et à mon avis, la première chose à faire, c'est surtout par rapport à la question de l'accompagnement social. Parce que, en fait, est-ce que c'est le problème de tel ou tel... Parce que c'est effectivement la réponse aujourd'hui qu'on voit venir, hein, et qui est déjà en partie appliquée, c'est la censure ou l'interdiction de faire fermer des sites comme Viva Street, qui est actuellement en procès. Moi, je pense que ça peut être on peut très facilement tomber dans du contre-productif avec ce genre d'approche de censure et d'interdiction, parce que regardez l'exemple de Viva Street. Donc, il y a une plainte de Mouvement d'Uni et la CPE, donc l'Association contre la protection des enfants, parce qu'il y a eu une annonce d'une ado de 16 ans, un truc comme ça, les parents qui sont montés au créneau, la plainte et tout. Mais qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit que le site est fermé, donc déjà, bon, tout le monde est dans la merde parce que tu perds tes contacts avec les clients, le carnet d'adresses, les messages et tout ça, donc tu perds tout. Mais pour les mineurs, en fait, Viva Street est un site français qui collaborait avec la police, qui donnait les informations à la police justement pour tout ce qui était identification de l'exploitation des mineurs, ou d'exploitation même des majeurs. Maintenant, on va soit sur des sites basés à l'étranger, donc qui ne sont pas tenus légalement
travailler avec la police, ou même la police, de toute façon, ils ne parlent même pas anglais en général. Donc voilà. Et puis, ou alors, il y a un déplacement sur des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de mineurs sur Snapchat qui vendent du sexe. Ou, voilà. Bah, tu fais comment? Parce qu'en fait, là, on est sur des réseaux sociaux qui sont, alors d'une part, qui ne sont pas forcément au niveau des législations. Je ne suis même pas sûr que voilà, ce qui s'applique au terme de contrôle des contenus et tout. Mais en plus, c'est très éphémère, en fait. C'est-à-dire que tu fais fermer un compte Insta ou Instagram, il ferme les comptes des travailleurs du sexe, ou sur Grindr, ou sur les applications téléphone. Donc la censure, elle est déjà très très présente. Mais en fait, ça n'empêche pas. Ça crée juste des déplacements et ça empêche à la rigueur d'identifier les mineurs pour pouvoir éventuellement les aider. C'est-à-dire que nous, au niveau associatif, alors je ne parle pas que du STRAS parce que nous, on n'est pas du tout spécialisé sur les mineurs, on a plutôt un système d'adhésion avec des majeurs. Hein. Mais il y a des assos qui font de l'accompagnement, du suivi pour aider les mineurs, alors que ce soit santé, mais social et tout. Bon, bah, à un moment donné, il faut quand même réussir à avoir un lien de confiance avec ces personnes-là pour les aider. Donc, on fait comment si tout est interdit, qu'on n'arrive pas à identifier les gens, qu'on n'arrive pas à nouer de relations avec, et que tu changes d'annonce tous les 4 matins, parce que concrètement, c'est ça qui se passe maintenant. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une annonce que tu payes à l'année, d'ailleurs, maintenant, tu en payes 5-6 dans l'année, tu payes 5-6 fois plus le prix. Donc, en fait, même en termes d'exploitation, c'est pire, hein, parce que les intermédiaires récupèrent plus d'argent au final. Mais moi, je pense que le problème aujourd'hui, en plus, on médiatise beaucoup les cas de ces Français qui, un peu classe moyenne, qui vont sur Internet. Mais nous, ce qu'on rencontre comme problème par rapport à l'exploitation des mineurs, c'est plutôt la question de la traite des êtres humains, hein, les jeunes nigérianes, les jeunes LGBT qui sont en rupture familiale, etc. Les personnes qui sont via l'ASE, mais qui ne sont pas accompagnées correctement et qui souvent vont continuer à fuguer ou essayer de récupérer des revenus. Et parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse sociale satisfaisante. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est pas parce que tu es mineur que tu n'as pas besoin d'argent. Donc, comment tu fais pour vivre concrètement? Voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas du tout soit abordées, soit prises en compte, etc. Et si c'est juste la solution de dire on va censurer les sites porno sur Internet parce que le porno incite à se prostituer, c'est ça le discours qu'on a. Hein. Ou qu'il y aura un effet Zaya parce que les jeunes s'identifient à Zaya Béar et que du coup c'est de sa faute si les jeunes se prostituent. Bon, je pense qu'on est vraiment dans une analyse politique qui est assez simpliste, pour pas dire bête, et qui est un peu à côté de la plaque au sens où on ne va jamais regarder les défaillances de l'État lui-même. C'est-à-dire que pourquoi il y a des mineurs isolés, c'est-à-dire que ce soit les mineurs étrangers isolés ou que ce soit même au niveau des Français, c'est quand même ça qu'il faut se poser comme question. Quoi. C'est pourquoi est-ce que ce qui finalement n'est pas si différent par rapport aux majeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi est-ce que le travail du sexe, c'est une ressource pour des personnes qui n'en ont pas? Et vu qu'on veut pas s'adresser, lutter réellement, efficacement contre la pauvreté, ou vraiment de manière cosmétique et gadget, mais il n'y a pas vraiment de moyens structurels mis en œuvre pour pouvoir permettre une indépendance économique des personnes les plus fragiles. Donc évidemment que le travail du sexe, c'est une ressource. Quoi. Bon, voilà, mais après on peut en discuter beaucoup. Je pense qu'il y a des... En tout cas, il y a des visions différentes. C'est sûr que la CPE qui pense que c'est la faute du porno et de Zaya, bon, moi je pense que ces gens-là, ils sont à côté de la plaque. Hein. Et je pense même d'ailleurs qu'il y a une forme d'instrumentalisation, alors que ce soit de la traite ou de l'exploitation des mineurs, pour en fait lutter contre le travail du sexe. Parce que historiquement, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que en fait, ces gens-là, ils luttent pas pour les mineurs, c'est-à-dire qu'ils luttent contre la prostitution, quoi. Voilà. Mais moi, je préférais qu'ils soient honnêtes et qu'ils le disent franchement, quoi. Parce que vous savez, au niveau de la loi, en fait, même quand on est majeur, on est considéré comme des mineurs. Hein. C'est le consentement d'une travail de sexe est considéré comme inopérant.
Donc, voilà, on est. Moi, je pense qu'il y a une différence entre, entre majeur et mineur, hein, évidemment, mais en fait, en termes de politique, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas. Il y a des peines aggravées pour si les personnes sont mineures, mais sinon, euh, on n'écoute pas les mineurs comme on n'écoute pas les majeurs, hein, de toute façon. Donc, on est forcément à côté de la plaque parce que on répond pas aux besoins des gens, en fait. Merci pour votre réponse. Ah bah vas-y. On a une autre question sur le chat. Où peut-on retrouver des études au sujet des travailleurs du sexe? Les études, bah, il y a aujourd'hui, je pense qu'il y en a quand même pas mal, mais alors c'est vrai qu'il y en a peut-être plus en anglais qu'en français. Après, c'est vrai qu'en France, on a un monde universitaire qui reste encore assez, comment dire, universaliste ou républicaniste, je ne sais pas comment dire. Mais c'est-à-dire qu'on a des profs qui font des cours magistraux, qui envoient leurs étudiants avec leurs petits questionnaires et faut faire des dossiers, et des machins. Enfin, on est sur l'approche communautaire, par exemple, de savoir par les communautés la production reconnaître les travailleurs du sexe comme expertes sur leur propre vie et productrices de savoir. En France, on est encore assez loin. C'est-à-dire que tout ce qui est studies, hein, cultural studies, que ce soit gay studies, black studies, tout ça, en France, dans l'université, ça rentre pas, en fait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de. Enfin, au niveau des études, moi, je conseillerais de lire déjà ce que le mouvement produit. Après, en fait, on produit de la recherche aussi, hein. Là, par exemple, sur l'évaluation de la loi de 2016, on a quand même sorti 2 rapports d'évaluation en 4 ans, là. Le gouvernement en a sorti un et encore, ils ont eu du mal et c'est des instances indépendantes, ça qui. Mais et en plus, leur évaluation, elle est vraiment sur la mise en œuvre des lois, sur les applications au niveau des ministères, des administrations, mais en termes de conséquences et d'impact sur la vie des gens, il n'y a rien. Donc, c'est pas une vraie évaluation. Donc, c'est pour ça qu'en fait, que ce soit par rapport à la lutte contre le sida, par rapport à la santé, par rapport aux conditions de vie, à l'impact des lois, c'est pas forcément des universitaires qui produisent la meilleure expertise, en fait, hein. C'est peut-être plus les personnes elles-mêmes concernées. Des fois, vous lisez un blog d'une travailleuse du sexe, vous aurez des informations beaucoup plus intéressantes. Alors, ce ne sera pas validé scientifiquement, mais à mon sens, c'est peut-être plus intéressant que quelqu'un qui se branle sur nos vies et qui va traduire en langage universitaire un truc auquel ils n'ont pas forcément d'ailleurs compris. Après, ça dépend. Il y a des gens qui font des trucs bien, mais globalement, même des gens qui sont, on va dire, considérés comme les grands experts sur le travail du sexe en France, ils ont écrit des choses où il y avait des erreurs. Enfin, je veux dire, où il y avait. Bon, je ne veux pas non plus blâmer les gens, mais c'est. De toute façon, faut toujours. Enfin, quand on parle de sciences humaines en général, il faut toujours avoir ce sens critique. Il faut toujours avoir un peu. Lire un document, faut. Faut avoir enfin, comment dire, faut croiser ses sources. Enfin, je sais pas, si vous faites des études, vous connaissez un peu tout ça, mais je pense qu'il y a un problème d'exclusion en fait des travailleurs du sexe des espaces des savoirs, en tout cas des savoirs institutionnels et notamment à travers l'université. Et puis après il y a un problème de non reconnaissance aussi de ce qui est produit. Donc mais je sais pas, moi là comme ça en tête, je pense qu'il y a des ouvrages intéressants. Je pense à Gail Peterson sur le stigmate de putain. Je pense à Paola Tabé sur le continuum des échanges économico-sexuels. Bon, c'est plus de la théorie politique féministe, voilà. Après, bon, oui, vous avez des sociologues, des gens comme ça qui vont écrire des trucs sur la condition de prostituée, tout ça. Il y a des trucs bien, hein, mais sinon, moi, je recommanderais plutôt de lire les livres et des travaux écrits par des travailleurs du sexe, quoi. Aller directement à la source. Ben voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question, parce que c'est vrai que vous sentez quand même mes réserves par rapport au monde académique. Mais parce qu'en fait, ils sont assez plutophobes, en fait. Donc c'est ça le problème aussi, quoi.
Merci en tout cas pour votre réponse et vos réponses en général. J'avais juste une petite, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit en entrant dans le live, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a eu des problèmes de formulation peut-être dans le questionnaire et vous nous l'avez fait remarquer. Du coup, j'aimerais revenir là-dessus parce que justement, je trouve ça vraiment, c'est d'autant plus intéressant de vous avoir justement en lien aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre justement quelles erreurs on fait, vu que c'est un sujet qu'on connaît pour la plupart pas beaucoup et c'est bien justement qu'on en parle. Donc, est-ce que vous pouvez revenir justement sur ce qui vous a choqué ou peut-être voilà, des formulations qu'on aurait dû modifier dans nos questionnaires, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais bien, sauf que faut que je retombe, faut que je retrouve, j'ai les yeux dessus quand même, parce que c'est dans mes emails, mais là, j'ai trop d'emails, donc j'arrive plus à voir le questionnaire. Ouais, bah alors, parce que là, pour tout dire, j'ai pas la webcam sur mon ordi, donc je suis obligé de mettre la webcam sur mon téléphone. Et donc là, si vous me l'envoyez là sur le Zoom ou le chat ou je sais pas quoi, faut que je manipule le téléphone, quoi. Donc là, j'essaye d'avoir aussi en plus l'ordi sous les yeux avec. Mais par contre, je retrouve pas. Alors, j'ai le titre. Vous rappelez le nom du questionnaire ou un truc. Faut que je retrouve l'email en fait. Je pense qu'il porte Ou alors votre vous nom. m'envoyez l'email. C'est vraiment trop compliqué, on peut vous le partager. Hein. Ça ne nous dérange pas. Enfin, moi, je l'ai juste à côté. Ouais. Bah, si vous pouvez peut-être ou alors me le renvoyer, mais parce que. Alors, c'était où? Conférence du 2 février. Non, ça, c'est formulaire. Ouais, non, ça, c'est le lien Zoom. Mais sinon, Nicolas, tu peux lui renvoyer ou pas par mail, peut-être? Ah, je crois que je l'ai. Ah non, c'est pas ça, c'est un autre Nicolas. Normalement, je viens de vous le renvoyer. Ah, d'accord. Alors, oui, c'est bon. Merci. Alors, j'avais lu rapidement, hein, mais on va re-regarder ensemble. Vous pouvez vous présenter. Qu'est-ce qui vous a conduit à exercer le travail du sexe? Bon, ben, est-ce que vous regrettez ce choix aujourd'hui? Bon, ça, c'est vrai que c'est un peu la question toujours du comment on arrivait à se prostituer, qui est tellement le truc classique, mais qui souvent, alors ça dépend des gens, hein, mais induit l'idée qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, il y a une raison fondamentale qui fait que les gens tombent dans la prostitution. Alors, pour prendre l'expression la plus stigmatisante et tout, mais c'est l'histoire de la cause ou de la. Après, en plus, est-ce que vous regrettez ce choix? En plus, le concept de choix aussi, souvent on nous dit, mais pourquoi vous avez choisi? Souvent, à un moment donné, enfin, je veux dire, ça peut être intéressant de réfléchir à toutes ces questions-là, quoi. Mais comment il y a quand même toute une histoire de pathologisation, de psychiatrisation, de criminalisation. À un moment donné, on peut essayer de laisser les gens un peu tranquilles au sens où, en fait, les travailleurs travaillent principalement pour gagner de l'argent, pour payer leur loyer, nourrir leur famille, payer leurs études. Enfin, ouais, en fait, ces raisons, elles sont assez, comment dire, similaires d'un travailleur à un autre. Et en fait, c'est pas particulier à l'industrie du sexe, quoi. Donc, le sous-entendu derrière, c'est souvent il y a eu un passé traumatique, des violences, des problèmes psychologiques, un viol dans l'enfance, ou quelqu'un qui t'a manipulé, tu as été forcé, machin. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont dans l'imaginaire des gens, parce que c'est régulièrement véhiculé. Voilà. Et en fait, on se retrouve avec souvent une sorte d'injonction à devoir dire que c'est un choix, mais avec ce terme de choix qui est très imparfait parce que en fait, on parle d'un travail, hein. Donc il y a quand même une contrainte économique, donc il y a quand même effectivement cette ambiguïté entre bah, le choix au sens de ne pas être forcé par un tiers et puis comment dire, la volonté personnelle de la personne d'avoir une carrière particulière, etc. Bon, en fait, moi, je préfère parler de décider plutôt que de choisir, parce que au moins, il n'y a pas toutes ces notions derrière un peu philosophiques, parce que finalement, ça veut dire quoi, le choix euh, et, euh, et du coup, je pense que c'est plus simple, parce que
Sinon, on se retrouve avec une sorte de catégorisation où on va dire d'un côté, il y a les victimes qu'on n'a pas choisies et de l'autre, il y a celles qu'on choisit. Mais en fait, en représentant les putes de cette manière, je trouve qu'on ne résout pas spécialement les problèmes. C'est-à-dire qu'on reste sur deux stéréotypes, qui est le stéréotype de la salope et de la victime, en fait. Voilà. Donc, on reste toujours sur soit tu es une pauvre innocente, voilà, mais en même temps, tu restes quand même dans un truc d'incapacité. Du coup, tu n'as pas la parole parce que par définition, tu es dans l'incapacité et tu as besoin des autres pour t'aider, pour t'en sortir, etc. Donc, en fait, tu n'existes pas. Ou alors, si tu as choisi, finalement, c'est ta faute. Finalement, tu mérites ce qui t'arrive parce qu'en plus, on t'a suffisamment prévenu que c'était violent et que bon. Et en fait, à un moment donné, à quoi ça sert, quoi? Enfin, en tout cas, du point de vue de la communauté de travail du sexe, on voit bien que c'est un piège. C'est-à-dire que ce soit les journalistes ou les chercheurs ou les machins, qui posent toujours un peu ces questions de pourquoi, du coup, enfin, est-ce que c'est un choix, comment vous avez commencé, Bon, c'est quoi derrière l'enjeu, quoi? Et à un moment donné, c'est peut-être ça aussi qu'il faut se demander, quoi. Et en tout cas, c'est tout ce que ça produit. En général, c'est ça, quoi. Donc, bien sûr il peut y avoir un peu une méfiance après un moment sur cette question parce qu'on se dit, mais c'est un peu toujours les mêmes questions qui reviennent et en fait, les réponses. Alors oui, il va y avoir des travailleurs sexes qui vont au début vont dire oui, c'est un choix, etc. Parce qu'évidemment, on t'a tellement dit vous êtes des esclaves, machin, qu'il y a des gens qui vont revendiquer le choix. Et puis en fait, après, tu nuances un peu en disant mais en fait, bon, arrêtez de nous emmerder. On n'a pas. Est-ce qu'on a ce devoir se justifier de est-ce qu'on a choisi ou pas choisi, de est-ce qu'on s'épanouit ou pas. Il y a plein de gens qui travaillent, qui s'emmerdent dans leur travail. L'industrie du sexe, c'est pareil. Je veux dire, il y a des gens qui adorent leur boulot, il y a des gens qui détestent leurs clients, il y a de tout en fait. Donc voilà quoi. Bon, question suivante. Qu'est-ce que le stress pour faire des nanas sur le travail du sexe en général? Pouvez-vous définir brièvement ce qu'est le travail du sexe? Bon, brièvement, c'est compliqué, hein, c'est assez large. Qui pratique ce métier aujourd'hui? Ouais, bon. Oui, alors la question du choix, hein, qui était effectivement. Alors les risques sur la santé physique et mentale, bon, oui, c'est encore des questions qui reviennent souvent, mais qui sont un peu, voilà, qui indiquent une direction dans la représentation derrière. À ce sujet, il y a quand même un rapport de la Haute Autorité en Santé qui justement a compilé toutes les études sur la santé des travailleurs du sexe sur les 25 dernières années, je crois. Donc c'est sorti en 2016, donc ça fait 5 ans maintenant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voyait qu'il n'y avait pas spécialement de surexposition à certaines maladies quand on est travailleur du sexe par rapport à la population générale. Donc, il y a quelques trucs où il y a effectivement, je crois qu'il y a une surconsommation de tabac et de cannabis, mais qu'on peut comparer aux travailleurs précaires ou aux chômeurs. Donc, on voit qu'il y a des trucs finalement qui peuvent être comparables à d'autres groupes. Il y a des trucs peut-être un peu spéciaux. Alors oui, il y a une surexposition aux violences. Effectivement, on est plus exposé aux violences, mais je pense que est-ce que c'est le travail du sexe en soi ou est-ce que c'est comment dire, le contexte d'exercice dans un contexte criminalisé qui fait qu'effectivement, on est plus susceptible d'être victime de violence. Voilà, mais sinon, en fait, sur la santé mentale, on a très peu de données, par contre. Donc, pour tirer des conclusions, ça me paraît compliqué. Alors, les prohibitionnistes ne se gênent pas et évidemment, ils vont vous expliquer que on est dans des problèmes de dissociation, de décorporalisation avec des nouveaux mots, etc. qu'ils inventent. Donc, bon, voilà, ça c'est aussi des questions dont on peut parler, hein, mais qui sont toujours un peu, comment dire, qui tendent à certaines représentations. Alors, le travail du sexe dans la société, est-ce que c'est mieux perçu aujourd'hui qu'il y a un ouais, stigmate à coller. Alors oui, par exemple, quand vous parlez des féministes ou les actions féministes, etc., moi je trouve qu'il faudrait quand même parler de, comment dire, faudrait pas opposer, c'est-à-dire que le mouvement des travailleurs du sexe, c'est un mouvement féministe en fait. C'est-à-dire que je pense que comment dire, déjà il y a plein de féministes qui sont pas anti-putes, quoi. Donc et le fait parce que après on se retrouve piégé dans des débats où c'est les féministes contre les clients ou contre. Bon, évidemment, je veux dire, vu qu'on a plutôt envie d'être dans une société féministe, du coup, on va pas aller du côté des clients, évidemment. Hein, et en plus, souvent, ils disent de la merde, donc fortiori. Mais après,
en fait, toutes les féministes ne sont pas anti-putes et ce serait plus intéressant, par exemple, de montrer qu'il y a des féministes ou peut-être un débat entre féministes. Mais là, le fait d'opposer finalement, c'est comme si on opposait les travailleurs du sexe aux féministes et je trouve que c'est pas vrai en fait. C'est-à-dire que les travailleurs du sexe en fait contribuent énormément aux féministes. En réalité, depuis longtemps, quoi. Alors, faut-il sauver les travailleurs du sexe? Bon, voilà, la question de la rescue, du sauvetage et tout ça, bon, ça c'est un truc, voilà. Ouais. Ah oui, Malka Markovic, je n'ai pas compris pourquoi on aurait dû avoir obtenu un rendez-vous avec Malka Markovic. Je me suis dit, mais en fait, elle représente quoi? Enfin, aujourd'hui, elle n'existe plus. Je veux dire, elle a été à la tête d'une asso et en plus, elle nous déteste cordialement. Donc pourquoi on devrait la rencontrer? Je ne sais pas. Peut-être vous avez confondu avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Mais donc ouais, il y a des trucs comme ça qui m'avaient un peu étonné, mais j'avais regardé vraiment rapidement. Hein. Alors en fait, c'est par rapport à votre livre. Vous racontez que vous souhaitez avoir un rendez-vous avec elle. Et donc du coup, alors là, vous parlez de Fier d'être pute qui est sorti en 2003, ouais, c'est ça? C'est ça. Donc c'est Oui, par rapport bon. à ça. Oui, alors bon, ça remonte à suffisamment de temps pour que j'avais oublié qu'on avait demandé à la rencontrer, mais je suppose que c'est parce qu'à l'époque, elle avait fait mener toute une campagne. Non, c'est sorti en 2006, pardon. Elle avait fait toute une campagne, notamment pour expliquer qu'il y avait 40 000 femmes déportées en Allemagne pendant la Coupe du Monde en 2006. Hein. Donc, ils avaient fait une pétition, la procession n'est pas du sport, tout ça. Bon. Et en fait, nous, on était dans un truc un peu naïf à l'époque de dire, bah, en fait, on veut rencontrer ces personnes-là pour discuter avec elles, pour qu'elles comprennent ce que c'est que la réalité, que en fait, non, il n'y a pas eu de putes déportées ou de femmes déportées en Allemagne en 2006. C'est une invention, en fait. Ils ont inventé, c'est-à-dire qu'ils inventent régulièrement des mythes, comme l'histoire de la chômeuse allemande qui perd ses droits au chômage parce qu'elle a refusé un job de prostituée. Ça n'existe pas, en fait. Il y a plein de mythes comme ça qui, alors aujourd'hui, sont peut-être moins connus, mais qui ont circulé pendant des années, des années. Euh, et, mais je pense qu'en fait, bon, Malka Markovic, aujourd'hui, je ne sais pas si son association pour l'abolition de la prostitution et de la pornographie existe toujours. Je la vois plus vraiment faire du lobby ou quoi. Alors peut-être un petit peu encore de temps en temps, mais globalement, c'est plus vraiment elle qui est. Enfin, je veux dire, elle est plus vraiment leader dans les mouvements anti-putes, quoi. Donc, en fait, aujourd'hui, enfin, je veux dire, en fait, ça sert à rien de discuter avec ces gens, quoi, on les convaincra pas, on va pas les. C'est une perte de temps totale. Je pense qu'il vaut mieux perdre du temps à renforcer le mouvement des travailleurs du sexe, voilà, à développer nos capacités. Et puis voilà, parce qu'en plus, courir après ces gens-là, ça sert à rien. Je veux dire, on a nous-mêmes à construire notre propre agenda et à la rigueur, c'est à eux de courir après notre agenda à nous et pas l'inverse. Et je pense que petit à petit, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus en réponse à toutes les saloperies qui créent sur la pénale des clients, etc. Alors, oui, ils tentent des trucs, effectivement, sur l'exploitation des mineurs et tout ça, mais bon, globalement, de toute façon, comme ils ont des très mauvais résultats, en plus, je veux dire, tous les signaux sont au rouge. Hein, je veux dire, que ce soit la traite, l'exploitation des mineurs et tout ça, il n'y a rien qui fonctionne. Hein, donc, en tout cas, des données qu'on a, mais alors qui ne sont pas forcément toujours très scientifiques, hein, on va dire, mais les quelques données policières qui sont communiquées de temps en temps dans la presse, tout ça, ou judiciaire et tout, on est plutôt sur une augmentation. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une plus grande activité policière et que donc il y a plus de mineurs identifiés qu'avant? C'est peut-être ça aussi. Ça se trouve, il n'y a peut-être pas plus de mineurs qu'avant qui travaillent dans l'industrie du sexe. Hein. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait quoi? 2 cas, 5 cas, voilà, il n'y en avait pas beaucoup. Là, on est à une centaine de cas par an quand même. Hein. Donc, mais voilà. Mais après, c'est aussi pour ça que même si c'est 100 cas par an, je sais, enfin, par rapport aux dizaines de milliers de personnes, c'est pas non plus. Bon, ça, c'est quand même un phénomène, hein, mais c'est pas non plus le phénomène qui mériterait peut-être autant d'audience sur M6 et je sais pas quoi, et qui, à mon avis, sert plus à faire de l'audimat en émouvant les gens, quoi. Voilà. Après, c'est un vrai problème, mais il faut vraiment le prendre en compte et tout. Mais la façon dont c'est traité médiatiquement, c'est plus sensationnaliste que vraiment au profit des victimes. Quoi. Donc, bon, mais ouais, voilà. Enfin bon, j'avais vu rapidement ces questions. Il y a des trucs qui m'interrogeaient un peu, mais bon, bah, je vous fais un retour en direct. Hein. Je comprends qu'on ait pu être maladroit. C'est vrai que on ne savait pas trop comment l'aborder. Déjà, moi,
de base, moi, dire pute, je trouvais ça. J'avais peur que ce soit offensant. Et c'est en lisant votre livre que j'ai mieux compris. Mais déjà, rien que ça, je pense que sans avoir lu votre livre, je me serais pas permise de parler de pute, quoi. Donc, déjà, rien que ça, voilà, je me suis rendu compte que j'étais vraiment mal informée. Et c'est pour ça que, justement, enfin, moi, je tiens encore à vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à nos questions parce que on n'est pas du tout informé sur ce sujet et c'est important. Quand on l'est pas, il vaut mieux éviter de le dire parce que ça évite, ça évite de se tromper, on va dire. Parce que, en fait, moi, personnellement, je pense que c'est pas tant les mots qui comptent que l'intention derrière et leur usage et le contexte et tout ça. Après, c'est vrai qu'en général, la réappropriation des insultes, c'est un outil militant, politique, qui se fait par les personnes concernées elles-mêmes. Voilà, moi, je vais pas forcément utiliser des termes dérogatifs pour des choses qui me concernent pas personnellement. Mais donc, si on n'est pas pute, vaut mieux éviter. Mais après, bon, ça dépend. Si c'est avec des gens avec qui on a une relation de confiance et on comprend très bien qu'eux et que moi, c'est pas, en tout cas, moi, je vais pas m'offenser parce que là, on dit pute dans la conversation. Ça dépend de comment c'est utilisé, quoi. Mais parce qu'en fait, pour moi, pute, c'est pas une insulte au sens où, voilà, c'est mon identité, voilà. Mais tout dépend du contexte, évidemment. Merci beaucoup. Alors, on a une dernière question. Y a-t-il des comptes Insta du travailleur de sexe que vous conseillez? Alors moi, je suis un peu vieux maintenant, je suis pas sur Insta trop. Enfin, si, j'ai voulu créer un compte Insta pour draguer des mecs, mais en fait, j'arrive pas à vraiment bien m'en servir. Mais alors, je crois qu'il y a un qui est assez populaire, c'est Ta Pote Pute, qui marche bien. Je pense que les gens apprécient, donc je suppose que c'est un bon compte. Je sais qu'il y avait Osmos qui avait un compte sur Insta. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur Insta? Griseldy, je crois qu'ils ont un. Donc c'est une asso qui a. Je sais pas s'ils ont un compte. Je crois oui, hein, je crois qu'ils étaient. Ouais. Je crois qu'il y a pas mal d'assos qui ont doivent avoir un compte. Ouais, Griseldy, ça a l'air pas mal. Ouais. Mais peut-être qu'il y a d'autres assos aussi. Là, comme ça, je sais pas, mais enfin, bon, c'est déjà quand même 2-3 comme ça que j'ai en tête. Il y a Bad Boys, la nouvelle asso des garçons. Asso Bad Boys. Sinon, je sais pas. Après, il n'y avait pas Pareil pour, c'est pas sur, c'est sur Insta, ça ou pas? Si, c'est sur Insta aussi. Pareil pour, ouais, qui publie pas mal de témoignages de personnes qui travaillent dans l'industrie. Voilà, après, je sais pas, il y en a sûrement d'autres, hein. Merci en tout cas. Je ne sais pas, Thaïs, si toi, tu avais d'autres questions ou pas. Et si on en a d'autres dans le... Je sais, j'ai pas regardé sur le live Facebook si on avait des questions. J'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais comme ça va vite. Alors, moi, j'ai juste une petite question personnelle. Dans votre livre, vous parlez des violences policières que vous avez subies et vous en avez parlé dans le live aussi. Et je veux savoir si vous avez une amélioration du fait du comportement des policiers qui ont été dénoncés et qu'il y a une manifestation contre les policiers, justement, où voilà, les policiers pouvaient être masqués lors d'une agression, etc. Je veux savoir si vous avez eu une amélioration par rapport à ça. Je pense que sur le long terme, oui, au sens où il y a des affaires de viol ou comment dire, ou d'échanges entre la police, enfin, comment dire, que la police impose des rapports sexuels en échange d'éviter une arrestation ou d'éviter une amende. C'est des histoires qui étaient encore, on va dire, un peu fréquentes au milieu des années 2000 et qui, depuis au moins 10 ans, j'en entends plus parler. Donc, je ne sais pas si ça veut dire que ça n'existe plus. Je pense qu'il va encore y avoir des cas et je pense, j'ai en tête peut-être certaines communautés. Mais globalement, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup moins parler. Donc, je pense que de ce point de vue, il y a un vrai progrès. Parce que je pense que les policiers savent qu'ils sont surveillés aussi. Ils savent qu'il y a quand même, voilà, le STRAS existe, il n'y a pas que le STRAS d'ailleurs, mais qu'il y a un mouvement de travailleurs de sexe on est de plus en plus organisé. Ils savent qu'il y a, il y a toujours des problèmes de harcèlement sur les histoires des amendes, sur pas mal de trucs. Il y a des travailleurs de sexe qui ne connaissent pas forcément leurs droits, donc quand ils visent des migrantes en particulier, je pense qu'ils peuvent se dire qu'elles ne vont pas forcément être syndiquées ou connaître leurs droits et tout.
quoique ce n'est pas forcément vrai, parce qu'on a aussi des migrants qui sont organisés, mais voire beaucoup d'ailleurs, certaines communautés qui sont très organisées. Mais sinon, en tout cas, dans la représentation, ils peuvent viser les migrants de plus que d'autres, en se disant qu'elles ne connaissent pas leurs droits. Et donc, je pense qu'il y a toujours un harcèlement policier qui est très fort, notamment sur la répression, sur la question des papiers ou sur des trucs comme ça. Après, ça dépend des endroits. Je pense qu'il y a des endroits qui sont soumis à des politiques de gentrification. Mais globalement, en termes de corruption policière, de violence policière, on va dire, je pense que il y en a toujours évidemment, mais en tout cas, on a moins de cas graves fréquents comme j'en ai le souvenir. C'est-à-dire qu'après, je pense qu'on a des problèmes de violence au moment des interpellations ou de refus de prendre des plaintes. Ça, on a encore pas mal de choses comme ça. Donc après, ça dépend du point de vue. C'est-à-dire que je ne vais pas dire qu'il y a des trucs qui restent graves quand même. Mais il y a des trucs où il y a quand même eu des progrès, notamment sur le côté harcèlement sexuel. Je pense qu'aujourd'hui, les flics se permettent beaucoup moins ça. Maintenant, c'est plus du harcèlement dans le cadre du travail de contrôle policier, quoi. Tu peux avoir des amendes tous les 3 jours ou tous les jours, voilà, un truc comme ça, où ils vont te tutoyer, ils vont t'insulter, voilà. Mais moi, je me rappelle dans les années 2000, on avait des histoires de personnes donc aspergées de gaz, traînées par les cheveux, ou qui se retrouvaient à poil, lâchés comme ça dans la rue. Tout ça. Enfin, il y a des trucs où on les forçait à faire le ménage dans les commissariats. Bon, il y a toujours des problèmes. C'est vrai que par exemple, les femmes trans, ils vont continuer à les appeler monsieur juste pour humilier les femmes trans, des trucs comme ça. Mais donc il y a encore pas mal de trucs à améliorer, mais après, je sais pas. Je pense qu'il y a quand même eu quelques petits changements positifs quand même. Oui, merci beaucoup en tout cas. Si on n'a pas d'autres questions, en tout cas, on voulait vous remercier pour d'avoir pris tout ce temps-là. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou quelque chose qu'on n'aurait pas abordé qui vous tiendrait à cœur dans le cadre de cette conférence? J'aurais beaucoup de choses à dire et là, comme ça, en tête, je ne vais pas pouvoir vous dire, mais c'est un sujet très vaste. Donc, oui, il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, mais c'est pas grave, on ne peut pas tout aborder. Et là, comme ça, je ne vais pas vous donner l'exemple parce que je commence à fatiguer aussi. Donc, mais on a parlé pas mal de choses. Oui, c'est clair. Merci beaucoup en tout cas. Thaïs, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Merci beaucoup d'avoir été là pour la conférence, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu aux questions sur le live, de nous avoir laissé nous tromper aussi, de nous avoir corrigés surtout. Et non, franchement, je trouve que votre livre est vraiment génial. Moi, comme disait Marie, j'aurais pas eu l'audace de dire pute. Parce que voilà, dès qu'on dit quelque chose, on est souvent très stigmatisé. Et je trouvais ça assez audacieux. Et donc, grâce à vous, j'aurais plus peur demain de le dire parce que c'est un mot comme un autre. Et qu'il ne faut pas le stigmatiser. C'est ni péjoratif ni amélioratif. C'est juste un nom banal, quoi. Et qu'il n'y a pas de. Faut pas le dénigrer. Si je peux donner un conseil, c'est que quand j'ai fait Fier d'être pute en 2006, du coup, j'étais beaucoup sur les questions d'identité sexuelle, de la notion de fierté, donc tout ce qui était un peu modèle, lutte queer, lutte féministe et LGBT, qui était sur la question du stigmate et tout ça. Donc, effectivement, je parlais beaucoup de la question de la putophobie, donc l'insulte pute et réappropriation, tout ça. Bon. En 2014, j'ai sorti un autre livre qui s'appelle Les luttes des putes, à mon avis, qui va un peu plus loin et un peu mieux quand même dans l'analyse. Parce que je pense que le défaut du premier livre, c'est vraiment que j'étais plus jeune et j'étais beaucoup dans une sorte d'affirmation. Et je pense que les luttes des putes est beaucoup plus documenté, beaucoup plus historique, beaucoup plus théorisé, tout simplement, quoi. Donc je conseillerais de le lire notamment sur toute la partie féminisme pute. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont beaucoup plus loin parce que Fier d'être pute, bon, ok, mais
c'était il y a 15 ans et je pense qu'il y a depuis j'écris d'autres trucs plus intéressants, quoi. Voilà. Mais je renie pas du tout ce livre, hein, c'est très bien. Mais je pense par exemple l'élu des puces, il est quand même mieux, quoi. Merci encore du coup d'avoir été là. Et je pense qu'on va clore ce live là si jamais on n'a plus d'autres questions et pas d'autres remarques à faire. C'est sûr qu'on ne peut pas couvrir tout le sujet. En vous souhaitant une très bonne après-midi. Merci d'avoir répondu présent en tout cas lors du démarchage. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore. Et merci à tous les participants. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.